Les troupes russes ne sont pas anéanties et Kutuzov est même parvenu à se replier en bon ordre pour réorganiser ce qui lui reste d'armée. Le tsar n'est donc pas obligé de signer la paix. Pour Napoléon, tout est à refaire et désormais, le temps joue en faveur des Russes. La première erreur stratégique de Napoléon dans cette campagne n'est pourtant rien en comparaison de la seconde. L'empereur fonce maintenant sur Moscou, la ville sainte de Russie. Il s'imagine que sa prise mettra les Russes à genoux. L'erreur est à peine croyable. À l'époque, Moscou n'est plus la capitale depuis un siècle. Les tsars russes sont installés à Saint-Pétersbourg, 800 km plus à l'ouest. En fait, avec la prise de Moscou, le piège des Russes se referme définitivement sur les Français. C'est une grande armée éreintée qui entre dans la ville sainte. Les hommes n'ont qu'une envie, manger à leur faim, dormir et percevoir leur solde. Une solde qu'ils n'ont pas touchée depuis des mois. C'est dans leur boucle d'oreille en or qu'est désormais stockée leur unique fortune. C'était une monnaie d'échange à l'étranger. Plus les boucles d'oreilles étaient grosses, plus le grenadier avait de l'argent. C'était toute la fortune en fait d'un grenadier. Et il faut savoir que si le grenadier cassait sa pipe, eh bien les boucles d'oreilles étaient ramenées à sa famille, tout simplement. Une assurance vie, en quelque sorte, mais qui ne pèse pas lourd. La situation va bientôt dégénérer. Une fois de plus, les Russes jouent la politique de la terre brûlée. Ils n'hésitent pas un instant à incendier Moscou, leur ville sainte. Pour les soldats de l'Empire, c'est trop. La grande armée devient comme folle. Eh bien, donc Napoléon à Moscou, son armée était en décomposition à cause de l'incendie. Lui, il attendait la paix d'Alexandre Ier, la paix qui était absolument impossible. Et la retraite, pour lui, c'était impossible parce que la retraite, ça signifie la défaite stratégique et politique. Donc, finalement, à Moscou, il s'est trouvé complètement dans le piège. Il n'y avait plus de solution. Avec une armée en perdition qui se livre désormais au pillage, une ville incendiée où il ne peut pas rester, et un tsar à Saint-Pétersbourg, Napoléon doit se résoudre à la retraite. Le 19 octobre 1812, la grande armée défaite prend le chemin du retour. Un chemin de croix de 3500 km. Et le pire est à venir, avec la Bérézina. Une simple rivière dont les eaux glacées vont provoquer une nouvelle tragédie. Pour la traverser, 2 ponts sont construits à la hâte. Mais au moment où la grande armée s'y engage, les troupes russes reconstituées déclenchent une nouvelle offensive. Napoléon et la garde impériale parviennent à passer, mais dans la cohue, l'un des 2 ponts s'effondre. Le désastre est total. Avec la campagne de Russie, l'empereur a tout perdu. Sur les 550 000 hommes qu'il a entraînés dans cette guerre, seuls 70 000 vont parvenir à rentrer chez eux. Le passage de la Bérézina marque la fin de la campagne de Russie, mais également la fin de la Grande Armée. Laurent Geoffrin, nous vous retrouvons. Alors, nous récapitulons la situation. L'effondrement de l'empire de Napoléon Ier commence en 1812 avec la campagne de Russie. Cette campagne de Russie marque un coup d'arrêt à la suite ininterrompue de victoires de la Grande Armée. Quelles sont les causes de la désastreuse campagne de Russie ? Un ennemi insaisissable d'abord qui reculait au fur et à mesure de la progression de la Grande Armée, ce qui a obligé Napoléon Ier à s'enfoncer de plus en plus loin à l'intérieur de l'Empire russe. Deuxièmement, des erreurs stratégiques de Napoléon, notamment lors de la bataille de la Moskova, également appelée bataille de Borodino près de Moscou. Troisièmement, la grande armée de Napoléon a été privée de ravitaillement en raison de la politique de la terre brûlée menée par les Russes. En septembre 1812, la ville de Moscou elle-même est désertée par les habitants qui l'ont incendiée. Napoléon entre donc avec son armée dans une ville qui est donc quasiment détruite. Napoléon est donc condamné à ordonner la retraite de la grande armée, c'est-à-dire un repli vers l'arrière. On a appelé ça la retraite de Russie. Cette longue et terrible retraite dans le froid glacial de l'hiver russe qui a tourné au désastre avec des dizaines de milliers d'hommes qui perdent la vie victimes du froid, de la faim et des attaques incessantes des Cosaques, les soldats de l'armée russe. Le passage de la rivière de la Bérézina
est resté particulièrement célèbre et dramatique. Les pontonniers du général Éblé étaient parvenus à construire 2 ponts dans des conditions extrêmes pour permettre à ce qui reste de l'armée de Napoléon de franchir la rivière, mais un des 2 pontons s'est effondré et de nombreux soldats ont péri dans les eaux glacées de la rivière, ou se sont retrouvés pris au piège par l'armée russe. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui encore, on utilise l'expression de Bérésina. Quand on dit c'est la Bérésina, eh bien ça signifie que c'est un désastre complet, ça signifie que tout est perdu. Si vous revenez par exemple un jour d'une interrogation d'histoire que vous avez entièrement ratée et que vous dites à vos parents l'interro d'histoire c'était la Bérésina, ça voudrait dire que c'était un échec complet et donc que tout est perdu. Alors que va-t-il se passer après la retraite de Russie ? Eh bien en 1813, profitant du piteux état de la Grande Armée après la campagne de Russie, tous les grands souverains européens forment une nouvelle alliance militaire, une nouvelle coalition contre la France, composée de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche et de l'Angleterre. Eh bien, après la bataille de Leipzig en Allemagne, les troupes napoléoniennes sont contraintes de se retirer d'Allemagne, et c'est donc pour Napoléon un nouvel échec, l'échec de la campagne d'Allemagne. Arrive ensuite l'hiver 1813-1814, et les Russes et les Autrichiens et les Prussiens franchissent le Rhin et marchent sur Paris. Pour la première fois depuis 1792, le territoire français est envahi. Face aux nombreuses troupes alliées, l'empereur ne peut opposer qu'une armée de 60 000 hommes. C'est ce qu'on a appelé la campagne de France en janvier 1814. Et là, la capitale tombe aux mains des armées étrangères le 30 mars 1814. Napoléon est alors obligé d'abdiquer. Il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe au large de l'Italie. Alors abdiquer, c'est un nouveau mot que vous allez apprendre aujourd'hui. Abdiquer, ça signifie renoncer au pouvoir, abandonner le pouvoir. Et c'est donc sur cette île au large de l'Italie que Napoléon est mis hors d'état de nuire. C'est donc la fin de cette domination française sur l'Europe, qui n'a duré donc qu'une dizaine d'années, et la fin donc de l'empire de Napoléon Ier. Mais alors vous allez me dire, mais qui va désormais diriger la France, en sachant que ce sont les rois d'Europe qui occupent notre pays en 1814 ? Eh bien vous vous doutez bien que ces souverains d'Europe n'attendent qu'une chose, c'est de rétablir un système politique beaucoup plus stable dans notre pays, un système politique bien connu qui existait avant la Révolution française, vous vous en doutez, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Ils rétablissent tout simplement dans notre pays la monarchie. Et bien voilà, on en est là, après une vingtaine d'années de Révolution française, de République, d'Empire, nous revenons à la case départ. C'est ce qu'on a appelé la restauration de la monarchie. Et quel est le souverain qui est placé sur le trône de France ? Alors je vous rappelle que le fils de Louis XVI, celui qui aurait dû régner sous le nom de Louis XVII, est mort en prison à l'âge de 10 ans. Il n'y a donc pas d'héritier direct de Louis XVI. C'est donc au frère de Louis XVI que revient le trône de France, et c'est ainsi qu'il va commencer à régner sous le nom de Louis XVIII. Fin de la République, fin du Premier Empire, nous revenons donc à la monarchie. Les vainqueurs de la France acceptent de redonner au pays les frontières de 1792, mais naturellement la France perd tous les territoires que Napoléon avait conquis en Europe. Mais tenez-vous bien, l'histoire de Napoléon ne s'arrête pas là, car un coup de théâtre va intervenir l'année suivante en 1815. En effet, en 1815, Napoléon échappe à la surveillance des Britanniques sur l'île d'Elbe. Il parvient à prendre la fuite en bateau avec quelques centaines d'hommes pour revenir en France avec le projet fou de reprendre le pouvoir. Nous sommes en mars 1815, quelques mois seulement après son abdication. Là, il débarque à Golfe-Juan
et s'engage sur la route de Paris en remontant une route par les Alpes. On a appelé ce retour de Napoléon le vol de l'aigle. À Paris, lorsqu'on prend connaissance de cette nouvelle, le roi Louis XVIII envoie une armée pour le faire arrêter, évidemment, immédiatement. Et c'est là, regardez la situation absolument extraordinaire. Napoléon, près de Grenoble, s'adresse aux soldats venus l'arrêter et leur proclame « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà !» Et là, au lieu d'être arrêté, au lieu qu'on lui tire dessus, les soldats s'écrient « Vive l'empereur !» Non mais vous imaginez la situation tout à fait inédite. Grâce à son charisme, Napoléon réussit à retourner les militaires qui étaient venus l'arrêter en sa faveur et ils sont désormais à nouveau sous ses ordres. Je précise que la route qui a été empruntée par Napoléon pour remonter vers le nord porte aujourd'hui le nom de route Napoléon. Elle a été rebaptisée ainsi en raison du parcours qu'il a suivi sur cette route. Et donc c'est une très belle route touristique avec des paysages absolument magnifiques que je vous invite évidemment à découvrir absolument lors de prochaines vacances d'été. Alors que va-t-il se passer après le retour de Napoléon en France? C'est ce que je vous invite à découvrir dans la toute dernière vidéo sur Napoléon.